écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs. Bonjour, bienvenue sur RMI Info, c'est votre émission Entretien d'RMI. Nous recevons aujourd'hui le présentateur vedette de l'émission Bissamim sur la télévision El Mourabitoun, M. Ahmadou Wadia. Bonjour. Bonjour, merci. Avant de commencer, nous vivons actuellement un peu un contexte particulier en Mauritanie. C'est les préparatifs et la tenue du sommet de la Ligue arabe. Un petit mot sur tout cela. D'abord, merci pour cette occasion. Ce sommet, c'est le sommet du numéro 27 pour les ligues arabes. C'est un sommet qui, chaque année, dans un pays membre des ligues arabes. Mais si on suit les préparations ici en Mauritanie, on pense que c'est peut-être le premier sommet. On pense aussi que ça va prendre une décision historique, alors qu'on sait que depuis la création des Ligues arabes, depuis maintenant peut-être plus de 75 ans, je pense, depuis en tout cas très longtemps, ce sommet n'a jamais eu de décision. C'est ici en Mauritanie qu'on fait beaucoup de boucan autour de ça. De nos gens, beaucoup d'espoir, alors que si on regarde la réalité, si on analyse la situation de ces pays, on sait qu'ils sont dans une situation très difficile. Ce sont des pays majoritairement dirigés par le dictateur militaire. Qui sont en guerre aussi. Qui sont parfois aussi en guerre. Il y avait des printemps arabes qui n'ont pas, jusqu'à présent, qui n'ont pas marché parce qu'il y a plusieurs pays, plusieurs forces internes et externes aussi qui voulaient bloquer, qui insistent à bloquer ces printemps parce qu'ils ne veulent pas donner de chance à ces populations de vivre dans la démocratie, dans la justice, comme ce qui est partout dans le monde. Alors, le régime en place en Mauritanie, il veut profiter de cette occasion pour présenter une image qui a maintenant. Il avait dirigé l'année passée l'Union africaine et que cette année, il va diriger le pays arabe. C'est une image qu'on vend aux populations, mais en réalité, il n'y a rien qui veut tout ça. Et quel sera l'apport diplomatique, c'est-à-dire le rayonnement diplomatique de la Mauritanie après la tenue de ce sommet? Est-ce que la Mauritanie aura un mot à dire dans le concert des nations arabes? Peut-être il y a un petit détail qu'il faut souligner au début, que cette sommet devait être organisé au Maroc. C'est le Maroc peut-être qu'il a compris que la situation du pays arabe actuellement, ça va faire que cette sommet n'aura pas un résultat. Et le Maroc n'a pas voulu organiser le sommet à Rabat. C'est à ce moment-là que la Mauritanie, qui était juste après le Maroc, selon l'ordre alphabétique. Voilà. Et alors la Mauritanie n'avait pas préparé pour cette sommet. Je ne sais pas, pour moi en tout cas, et selon l'expérience qu'on a vue avec l'Union africaine, d'ailleurs c'était la même chose parce que aussi c'était un pays qui a décidé. C'était la Libye qui devait, la Libye ou l'Algérie, la Tunisie qui devait présider l'Union africaine. La Libye n'a pas un président, l'Algérie, le président algérien, sa situation. On connaît cette situation. Voilà. Alors, c'est surtout, je pense, des résultats au niveau de la situation intérieure, si vous voulez, que le gouvernement mauritanien va avoir. Parce que présider le sommet des Ligues arabes, il ne donne pas vraiment une occasion de mots à dire. Surtout aussi qu'on sait qu'il y a des pays qui vraiment ont le mot à dire dans les Ligues arabes. C'est peut-être actuellement l'Arabie Saoudite, le Qatar, peut-être l'Égypte, l'Algérie, c'est le pays la Mauritanie, le régime va profiter au niveau interne pour dire aux populations, voilà, on a des pays arabes, peut-être aussi qu'il a profité financièrement parce qu'il avait parti plusieurs pays des Golfe pour chercher le soutien. On a suivi
des voitures données par... Justement, on va en venir là, M. Wodia. On voulait savoir au niveau de RI Info l'estimation un peu approximative du coût financier total des préparatifs de ce sommet. La Mauritanie a dépensé combien? Parce qu'on voit que la ville a des allures quand même un peu nouvelles, mais selon les quartiers, mais on veut savoir le contribuable mauritanien ou les aides qui sont venues d'extérieur, ça s'estime à combien? C'est très difficile à estimer, surtout que malheureusement il n'y a pas de transparence. Le gouvernement n'a pas communiqué le budget de préparation de cette sommet. Les gens parlent de quelques milliards. Ce qu'on a vu, comme vous l'avez remarqué, ils ont essayé de faire quelque chose au niveau des routes, des artères, des grandes artères. De quelques parties, si vous voulez, de notre route, parce que maintenant, il y a un parti qu'on peut appeler le parti du sommet arabe, c'est le parti concerné, mais il y a d'autres partis qui restent comme avant. Mais peut-être... Vous voulez dire quoi les partis, c'est-à-dire les partis de la ville, des zones de la ville? Voilà, des zones de la ville, les zones concernées, les zones noires, surtout, là où il y a les hôtels, il y a ça, on a vu qu'ils ont fait quelque chose. Mais personne ne peut estimer ce budget parce qu'il n'y avait pas de transparence. Hier, il y a le journal Akhbar qui a fait un dossier sur ça. Il a dit que voilà, le marché s'était donné aux parents du président sans respecter les normes qu'il faut. Peut-être quelques semaines, quelques mois après, on peut avoir le budget de cette semaine, c'était combien. Mais il est clair que le pouvoir a profité. D'ailleurs, si on prend par exemple l'exemple du Sénégal, lorsqu'il a organisé le sommet du CI, il a pu faire peut-être la même chose. Est-ce qu'il a profité de la même chose, ou ça veut dire est-ce que la manière où il a géré la situation c'était la même chose ou pas? Mais on sait quand même que Aziz est parti aux plusieurs pays du Golfe, qu'il a demandé l'aide. Il a récolté beaucoup de fonds. Voilà. Donc, tout de suite, vous venez de dire qu'il y a un journal local qui a fait des investigations sur les sources de financement et qui a bénéficié de fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a telle société, telle entreprise qui a quand même rappelé la mise? Et selon le dossier que le journal local Akhbar a publié hier, ils ont parlé que c'est la même personne qui profite du marché d'État depuis l'arrivée au Aziz de pouvoir. On parle de Faydoullah, on parle du fils du président lui-même, on parle de sociétés de parents qui ont des chances d'avoir le marché sans respecter les normes qu'il faut. Moi-même hier j'ai invité un conseiller aux présidences, je lui ai posé des questions sur la transparence. Il a dit qu'il n'a aucune information sur ce qui s'est passé. Ça veut dire que même au niveau des commissions qui dirigent la préparation, côté marché financier. Donc il y a une opacité totale autour de la gestion de ce dossier-là. Maintenant, parlons de la situation politique interne du pays. On en est où avec le dialogue politique? On l'a mis sous le tapis jusqu'à ce que les Arabes partent, ou ça aussi, si on revient sur l'expérience avec les présidences de l'Union africaine, l'année où Aziz a présidé l'Union africaine, il avait laissé carrément les politiques internes. Parce qu'à ce moment-là, lui, c'est le président des Africains, il avait même commencé à parler comme Kadhafi, à l'époque, il dit que c'est le roi de l'Afrique. Peut-être lui, c'est le président du président en Afrique. Je pense que maintenant aussi avec les pays arabes, l'année prochaine, il va présider les ligues arabes. Il va penser que lui est le président du pays arabe, le président même d'Arwa, le prince du pays arabe. Le dialogue, en réalité, je pense que les pouvoirs, il n'est pas sincère de faire un dialogue politique avec l'opposition. C'est une façon de gagner du temps jusqu'au fin du mandat. Et pour moi, Aziz n'a pas encore décidé est-ce qu'il va respecter les constitutions ou pas. C'est une façon pour lui de s'occuper un peu, de ne pas laisser l'opposition, l'opinion publique penser à ce troisième mandat. Et voilà.
je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de progrès pour le dialogue. Est-ce que la classe politique a de l'espoir, de surtout l'opposition, qu'un nouvel dialogue aura lieu? Est-ce qu'il y aura la majorité, l'opposition vont s'asseoir sur le même table pour discuter sincèrement, ou ils sont convaincus qu'il n'y a plus de chance, donc il faut passer à autre chose, laisser le président finir son mandat et essayer à partir de là faire des activités ou des actions contre le prolongement du troisième mandat? En Mauritanie, tout le monde dit qu'il est intéressé par le dialogue, mais le moment précis, on voit qu'il n'y a personne qui est intéressé par le dialogue. Où on peut dire que les acteurs politiques ne sont pas prêts à payer le prix qu'il faut pour le dialogue. Un pouvoir, pour qu'il fasse un dialogue avec l'opposition, il faut qu'il est convaincu qu'il a besoin de ça, il faut qu'il est convaincu qu'il y a une crise politique, qu'il y a un problème politique. Depuis qu'Aziz est venu au pouvoir, on sait que nous avons ce problème. Mais pour lui, il n'y a pas un problème. L'opposition, s'ils veulent venir à un dialogue, il n'y a qu'à venir, sinon il n'y a pas. Et aussi l'opposition, malgré qu'il n'a pas pu obliger le pouvoir à faire le changement, malgré qu'il n'a pas pu faire beaucoup de choses pour exiger le respect de la démocratie et des droits de l'homme, aussi il ne pense pas qu'il a besoin de dialoguer avec le pouvoir. Alors les deux partis, ils n'ont pas vraiment convaincu qu'ils ont besoin de dialoguer. C'est ça qu'il fait, qu'on parle de dialogue en Mauritanie depuis 2010, voilà, de 2016, on n'a pas fait un dialogue. Et pour moi, peut-être le dialogue, s'il y aura un dialogue sincère, c'est peut-être quelques mois avant la fin du mandat. L'expérience d'Aziz nous montre ça, que lui il fait le dialogue seulement quand il reste quelques mois. Lui, il prépare bien ces choses, il va faire. Il laisse quelques mois pour les autres acteurs. Voilà, il dit, maintenant on va faire le dialogue. Si vous voulez participer, venez. Sinon, on va aller vers les élections. Alors, si vous voulez, c'est le fait accompli toujours qui est la politique, la stratégie d'Aziz, qui a pris le pouvoir avec la force, avec un coup d'État. Il réfléchit toujours de la même manière qu'il faut faire le plan et faire les gens devant le fait accompli. Les gens qui veulent venir, ils viennent, et les gens qui ne sont pas intéressés restent. Les observateurs parlent de la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire que le président Aziz il est en train de vouloir préparer ces hommes qui le remplacent, pour que lui aussi puisse faire à la Poutine. Donc, est-ce que vous êtes convaincu de ce plan-là? Est-ce qu'il est plausible comme observation, comme analyse, ou c'est juste des rumeurs comme on en connaît assez en Mauritanie? Si on regarde, si vous voulez, le parcours d'Aziz, l'expérience politique d'Aziz, on peut dire que le grand problème qu'elle a, qu'il n'a pas des hommes. Aziz, il a ce problème, il n'a pas pu, maintenant, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu faire un partenariat politique avec des forces politiques, malgré qu'il a eu des chances avec des forces de l'opposition qui l'ont soutenu au début, même avec le coup d'État. Il a eu des chances avec d'autres aussi forces politiques, mais il n'a pas, si vous voulez, la mentalité de partenariat politique avec les gens. Ce qu'il fait, qu'il a ce problème-là. Alors moi, je ne suis pas parmi les gens qui croient qu'Aziz est en train de préparer ses hommes, qu'il va laisser le pouvoir à ses hommes. Je pense qu'Aziz, il veut rester au pouvoir. Il sait que ce n'est pas facile, que c'est surtout après ce qui s'est passé au Burkina Faso, après ce qui s'est passé dans plusieurs pays d'Afrique. Sa décision de rester au pouvoir, mais il ne sait pas encore comment. Est-ce qu'il va laisser le pouvoir peut-être au général Azouani, c'est un général qui a fait le coup d'État presque avec lui, c'est parmi les gens les plus proches de lui. Est-ce qu'il va laisser ça aux quelques civils, les gens, il y a maintenant plusieurs personnalités peut-être qui pensent qu'il peut être
de Poutine par Aziz, il y a l'ancien Premier ministre Moulaye Mohamed Abdallah, il y a l'actuel Premier ministre Yahya Abdelmoune, il y a d'autres. Mais pour moi, tout ça, c'est pas encore le temps de penser à ça. Aziz, s'il trouve une possibilité de rester au pouvoir, il va rester. Et s'il trouve qu'il est impossible, peut-être il peut penser à autre chose, mais je pense qu'il n'a pas encore pensé à ça. Avant, peut-être il a fait penser à son fils, il avait même commencé à le préparer, mais après la mort de son fils, ce choix n'est plus sur la table. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'a pas encore eu d'alternative. Voilà. Maintenant, parlons de la liberté d'expression en Mauritanie. On sait qu'il y a quelques mois, les Reporters sans frontières avaient classé la Mauritanie dans le rang, disons, le meilleur pays arabe où il y a la liberté d'expression. Et on observe aujourd'hui qu'il y a une série d'arrestations dans le rang des jeunes militants. On sait que ce sont des jeunes souvent qui se réunissent, il y a le droit de se réunir, qui essayent quand même de changer les choses à leur façon. Et il y a aussi les militants, les leaders d'Irak qui sont emprisonnés. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Est-ce qu'on est en avancement en termes de liberté d'expression ou en régression, ou c'est la conjoncture qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus se réunir parce qu'il y a le sommet de l'événement? D'abord, nous, en tant que journalistes, on sait que les rapports des Reporters sans frontières sur la Mauritanie, depuis 2005, il y a beaucoup de doutes sur la crédibilité. On savait qu'il y avait un représentant des Reporters sans frontières qui travaillait avec le pouvoir. Après, il est nommé à plusieurs postes. C'est lui qui fait ce rapport, il fait ça sur mesure. Et jusqu'à présent, ça se continue. Alors, il y a un grand doute, et ça, ce n'est pas de secret. Il y a beaucoup de journalistes mauritaniens qui parlent de ça depuis 2005-2006. Par exemple, ils ont des questionnaires. C'est lui qui amène ces questionnaires à un journaliste proche du pouvoir. Alors, ça, c'est un aspect qu'il faut vraiment prendre en considération. Deuxièmement, on sait que les pays arabes, la plupart des pays arabes, il n'y a pas de liberté d'expression. Ce qu'il fait pour avoir le numéro 1 dans ces pays arabes, franchement, ce n'est pas une grande chose. À part peut-être la Libanie, la Tunisie, peut-être le Maroc, la plupart d'autres pays arabes, il n'y a pas de liberté d'expression. Et troisièmement, on sait que la Mauritanie, même à l'époque de Taya, la liberté d'expression, il y avait toujours une liberté d'expression en Mauritanie. Les Mauritaniens n'ont jamais accepté qu'un pouvoir... obstruction. Voilà. Je sais qu'à l'époque de Taya, il y avait la presse écrite qui parlait, par exemple, des massacres que Taya a fait dans les années 89, 90, 91. C'était publié dans les journaux. Ici, Taya a censuré beaucoup de journaux, mais il n'a pas pu. Alors, cette liberté d'expression chez les Mauritaniens, je pense que c'est une mentalité. C'est un acquis que les Mauritaniens n'ont jamais accepté que des militaires prennent. On peut dire maintenant qu'après, comme vous l'avez dit, depuis qu'on a commencé la préparation de ce sommet, il y avait des arrestations, des militaires d'Irak, des jeunes du 25 février, Michel Ghazoual et d'autres. Et ça, est-ce que le pouvoir a fait ça seulement pour faire plaisir au président du pays arabe, ou est-ce qu'ils ont vraiment peur des gens qui peuvent manifester contre ces sommets? Et en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment inquiétant. Et on espère, nous on demande la libération de ces gens. On pense que la liberté des citoyens est plus importante que le sommet des libéraux. Merci M. Ahmed Ouadiad d'avoir été notre invité. Merci à vous, chers téléspectateurs de RMI Info, et à bientôt. Vous écoutez RMIinfo.com. Regarde ailleurs.